Artaxerxès s'en voulait. Alors qu'il passait son temps à faire des reproches à son frère pour son manque de prudence, il venait à son tour de mettre sa mission en danger. Il était à présent caché dans les ténèbres d'une des salles en ruine de l'étage. Par souci d'orgueil, il avait voulu voir jusqu'où il pouvait aller sans attirer l'attention de ces faibles humains. Mais il avait été trop présomptueux, il avait mal calculé les risques, aveuglé par le défi qu'il s'était lancé. Maintenant ses adversaires savaient que quelqu'un d'autre était là, et ils se montreraient plus méfiants. Artaxerxès resta sans bouger quelques minutes. Son armure s'évertua à lui administrer des calmants pour ralentir le rythme cardiaque de ses deux cœurs. Il risqua un regard dans l'embouchure de la porte, et vit ses ennemis avancer précautionneusement dans les couloirs aux lumières vacillantes. Il quitta discrètement la pièce sombre et devança le groupe impérial avant d'arriver devant une petite porte blindée, équipée d'un panneau de contrôle apparemment hors service. Il tenta rapidement de pianoter sur la machinerie, mais il n'obtint qu'un grésillement et une série d'étincelles. Comment faire? Il ne pouvait pas faire sauter la porte sans alerter l'inquisiteur, et il n'avait tout au plus qu'une demi-douzaine de minutes pour trouver une solution. Il observa attentivement autour de lui. Il fallait gagner du temps, ou bien faire en sorte de dissimuler le son de l'explosion par quelque chose de plus important. Visionnant l'Auspex qu'il avait subtilisé aux impériaux lors de la mission dans la 4e cité, il vérifia la position de l'inquisiteur et de ses hommes, ainsi que la structure de l'étage. Il s'agissait grosso modo d'un large rectangle faisant le tour des cellules et strié de quelques couloirs parallèles. La porte blindée se trouvait au milieu d'un mur à l'opposé de l'ascenseur. Il continuait d'avancer en contournant ses ennemis et en suivant le couloir qui le ramenait vers la sortie. Il avait une idée. Il saisit une grenade à fragmentation qu'il fixa au sol et il accrocha un filin à sa goupille. Puis, avec précision, il réitéra l'opération à plusieurs endroits du laboratoire, reliant les goupilles entre elles avec le même filin. Il vérifia ensuite la position de l'inquisiteur. Heureusement, son petit accident de tout à l'heure avait réduit la vitesse de progression du groupe impérial, à présent sur leur garde. Il les inspectait avec attention chaque pièce sur leur route. Artaxerxès se hâta de rejoindre la porte blindée, et y fixa une grenade anti-char. Une bombe à fusion aurait pu faire s'écrouler le laboratoire sur eux. Mieux valait limiter les dégâts. Après avoir tiré sur le filin dégoupillant ainsi toutes les grenades, il activa le dernier engin de mort, puis il se mit à couvert dans une pièce proche. Toutes les explosions se produisirent quasi simultanément. Le laboratoire vibra, et les rares vitres encore en un seul morceau volèrent en éclats. Artaxerxès fut plaqué sur le sol par le souffle de la grenade anti-char. Le mur de la pièce où il s'était caché offrait à présent une large blessure béante, assez large pour laisser passer 2 Astartes tout équipés. Il entendit un tintement aigu, puis vit apparaître les runes d'alerte sur la visière de son casque. Son armure avait subi des dommages suite à l'explosion, et le grondement de l'esprit de son armure, mécontent du désagrément, se fit entendre encore quelques instants, avant que les systèmes internes ne reprennent les choses en main. L'un des évents de son pack dorsal était détruit, ce n'était pas grave. L'atmosphère était respirable, et dans le pire des cas, la neuroglotte greffée dans sa gorge pouvait filtrer presque n'importe quelle substance toxique connue. Il se dépêcha d'entrer dans la pièce close depuis des siècles, puis il voulut vérifier la position de la suite inquisitoriale sur son Auspex, mais fut tout d'abord fasciné par le changement de décor. Il se trouvait dans une large grotte humide. Plusieurs pièces d'équipement rouillées grouillaient sur les murs, et au fond se trouvait un large caisson de stase blindé dans lequel flottait une épée dans un parfait état. Tout en s'en approchant, il visionna sur son Auspex. Les humains ne bougeaient plus, mais d'après les données biométriques, ils étaient toujours vivants. L'un des points finit d'ailleurs par bouger. Il se dirigea vers un autre bip proche, et celui-ci finit après quelques secondes par retrouver sa mobilité. S'ensuivit le reste de l'équipe, qui, comme prévu par le Space Marine Renégat, se dirigèrent au pas de course à son opposé, dans la direction de l'explosion la plus violente, la grappe de grenades à fragmentation. Artaxerxès ne perdit pas une seconde, et bondit comme un jaguar vers le caisson où flottait tranquillement la lame magnifiquement forgée. Il tenta de pianoter sur le panneau de contrôle, mais ne parvint pas à découvrir les codes d'ouverture. De dépit, il tenta de détruire la paroi transparente à coups de poing, sans succès. Dans sa concentration, il ne remarqua pas les points lumineux de son Auspex, bougeant maintenant dans sa direction. Il finit par dégainer son bolter, et sans plus aucun souci de discrétion, il ouvrit le feu. Les petits missiles autopropulsés de l'arme percutèrent avec fracas la chambre blindée, causant petit à petit des fissures de plus en plus marquées. S'il eut vidé son chargeur, il frappa du poing dans la paroi fragilisée. Le liquide de stase rougeoyant se déversa comme du sang autour de lui, tandis que sa main saisissait l'arme étonnamment légère pour sa taille. À ce moment-là, il eut plusieurs tirs de laser imprécis autour de lui, puis un bolt le frappa de plein fouet dans le dos, ce qui le plaqua contre les restes brisés du caisson de stase. Et il regarda ses mains, couvertes de liquide visqueux déréglant son générateur Steels, puis fit face à ses adversaires, les tenant en joue.
Torismond se trouvait légèrement plus en avant, et tenait le canon de son pistolet bolter fumant, braqué droit vers la tête d'Artaxerxès. Celui-ci faisait face sans bouger, l'épée dans sa main gauche, le bolter vide dans la droite, tandis que le liquide écarlate continuait lentement de se vider sur lui comme une cascade de sang. Il y eut un moment de latence, puis le Space Marine effectua un bond sur la droite, accompagné par le claquement caractéristique des lasers qui tentaient de le toucher. Il n'entendit pourtant pas le bruit du pistolet bolter, et comprit juste à temps la raison de cet état de fait. Il se retourna avec une vivacité impressionnante pour un homme aussi énorme qu'Anastartés, tout en jetant son bolter droit devant lui. L'arme fut tranchée nette par la lame énergétique de Torismond. Cela laissa juste assez de temps à Artaxerxès pour dégainer sa propre épée énergétique. Il l'échangea avec l'arme relique qu'il rechignait par déférence à utiliser. Le laps de temps où il rangea l'artefact fut mis à profit par l'Inquisiteur, qui frappa des stocks vers le visage de l'Astartés. C'était sans compter sur les réflexes surhumains du Space Marine. Il para l'arme d'un revers de la sienne avant de frapper l'homme ridiculement petit comparé à lui. Avec son armure complète, Artaxerxès donnait l'impression de se battre contre un enfant, dominant son adversaire d'au moins 2 têtes. Cependant, Torismond ne se laissa pas impressionner, et malgré sa physionomie classique, il se battait à armes égales avec le géant ruisselant de substance rouge. Parade, esquive, feinte, la suite de l'Inquisiteur profitait d'un spectacle éblouissant d'adresse martiale, sans oser le gâcher en ouvrant le feu sur l'ennemi. Pour eux, c'était la première fois qu'ils voyaient un Astartés en action, et ils étaient en extase devant leur seigneur qui luttait presque à égalité avec le monstre. Presque, car malgré leur technique équivalente, Torismond s'engourdissait rapidement à cause de la fatigue, tandis que le Space Marine, soutenu par ses 2 cœurs et sa physiologie adaptée au combat, gardait toute sa vivacité. Artaxerxès jubilait. C'était rare d'affronter une larve humaine aussi talentueuse, et bien qu'il puisse facilement mettre un terme à l'échange, sa joie de combattre lui faisait involontairement prolonger la bataille. Il jouissait de chaque goutte de sueur de l'Inquisiteur, de chacun de ses halètements, de chacune de ses cestafilades qui s'accumulaient petit à petit. Torismond tenta un coup circulaire, sans conviction. Le Space Marine esquiva en se penchant en arrière, puis profitant du déséquilibre de son adversaire, lui fit cadeau d'un violent coup de pied dans le thorax, qui envoya voltiger l'Inquisiteur à plusieurs mètres de là. Son armure de métal rudimentaire, brisée sous l'impact, l'avait à peine protégé. Pataugeant dans le liquide de stase, Torismond avait du mal à respirer, et n'arrivait pas à se relever du choc de l'attaque. Artaxerxès s'approcha d'un air victorieux. Les hommes de l'Inquisiteur étaient terrifiés, et n'osaient même pas cligner des yeux. D'un coup de talon, l'Astartés éloigna l'arme énergétique gisant de manière inerte à côté de l'homme vaincu. Il saisit alors son propre pistolet bolter à sa ceinture, et demanda d'une voix caverneuse en visant le saint homme. Le cœur ou la tête? L'Inquisiteur ne répondit rien, il en était incapable. Artaxerxès enclocha la culasse de son arme et visa la tête. Il sentit soudain une vive douleur dans son épaule gauche. Sa vue se posa sur la lame crépitante d'énergie qui jaillissait de son épaulière. Puis, incrédule, il se retourna avec violence. À ses pieds gisait un garde impérial chétif et tremblant de peur. Craig avait agi par instinct et planté l'arme de son maître de toutes ses forces. Il le regrettait maintenant qu'il faisait face à la créature de cauchemar. Celle-ci, de colère, leva le pied, prêt à l'écraser sous sa botte. Mais une détonation se fit entendre et Artaxerxès fut projeté au-dessus de Craig, son casque volant suite au tir de pistolet bolter de Torismond. Le Space Marine se releva presque instantanément, en retirant la lame de son épaule sanguinolente. Son visage était toujours caché par l'écharpe bleu-vert qui le différenciait de son frère, et il sentait déjà sa blessure cicatriser à grande vitesse grâce à son organe de la ramade. Il fondit vers ses 2 ennemis en brandissant sa lame au-dessus de sa tête, quand il ressentit une vague d'énergie psychique, juste à temps pour sauter de côté, tandis que son ancienne position était remplacée par un cratère parcouru d'éclairs octarines. La Psycheur avait envoyé un foutu éclair d'énergie warp dans sa direction, et le reste de l'équipe, subjugué par le courage des autres, s'apprêtait déjà à ouvrir le feu sur lui. En temps normal, il n'aurait pas eu de mal à éliminer aussi peu d'adversaires, mais là, il était encerclé et blessé. C'était une situation dangereuse même pour lui. Tout en esquivant les premiers tirs de laser d'une roulade, il lâcha une rafale de son pistolet bolter vers les 3 impériaux qui gardaient la sortie. 2 d'entre eux eurent le crâne réduit à l'état de pulpe, tandis que le 3e d'un bond salutaire esquiva le tir. Il n'eut pas le temps de se réjouir. Esquivant avec difficulté les balles et les rayons lumineux qui fusaient autour de lui, Artaxerxès renversa son assaillant d'un coup de son épaule valide. Ce dernier eut la cage thoracique enfoncée, et tomba au sol en respirant son propre sang, pris de convulsions. Le Space Marine se retrouva alors face à Corcavache. Il vit une traînée blanche partir de sous sa tunique rouge, et le missile le manqua de peu, explosant à proximité de sa précédente victime et mettant fin à son agonie. Artaxerxès tira ses derniers bolts sur le Technogure, mais son corps mécanique absorba les impacts assez efficacement pour lui éviter la mort. Il n'était cependant plus assez conscient pour combattre.
Il ne restait plus que le père Willem pour empêcher le renégat de s'enfuir. Comprenant cela, Linda et Craig accoururent en usant de leurs dernières munitions de pistolet laser. Ce fut inutile, les tirs rebondirent sur l'épaisse armure d'Artaxerxès qui s'avançait rapidement vers le prêtre psalmodiant. Le saint homme avait souillé sa soutane sombre, pris d'une terreur indicible. Artaxerxès abrégea son déshonneur, en balayant son crâne d'un coup de poing à peine appuyé. Les morceaux de cervelle éclaboussèrent le sol de la grotte, tandis que le corps décapité de Willem Dars s'écroulait dans un son mat. Le Space Marine disparut alors, en courant dans les couloirs du complexe. Ce combat était fini. Encore abasourdis par l'affrontement d'une rare violence qui venait de se dérouler, Craig et Linda s'occupèrent rapidement des survivants, à savoir l'inquisiteur Torismond et Corcavache. Torismond ne risquait rien, mais l'adepte de Mars était dans un état critique. Ils usèrent tout ce qu'ils purent de leur Medipack pour le stabiliser, puis, aidés de Torismond qui reprenait doucement ses esprits, ils le transportèrent à l'extérieur. Par miracle, le Marines Renégat n'avait pas détruit l'ascenseur, sans doute trop pressé de fuir pour s'en soucier. Les restes de la suite inquisitoriale purent donc sans opposition atteindre leur navette pour rejoindre la cité-mère. Cette dernière avait pu, grâce au courage et à la détermination de ses défenseurs, bloquer la progression de l'Alpha Légion au niveau du quartier Est. Une guérilla urbaine faisait à présent rage dans les rues dévastées de la capitale de Polaris. L'Alpha Légion ne subissait que peu de pertes comparées à la garde, mais les sacrifices impériaux avaient l'avantage de ralentir considérablement l'avancée des troupes séditieuses. Artaxerxès rejoignit sans mal les lignes arrières du front, où il fut soigné avant de rejoindre un vaisseau de transit vers l'Epsilon, en compagnie de son frère et du capitaine Darius. Il était temps de faire leur rapport au seigneur Xanthos. Durant la mission de récupération d'Artaxerxès, son frère avait dû faire des recherches pour découvrir le second complexe scientifique de l'Imperium. Il se trouvait au niveau du pôle nord de la planète, à présent recouvert par des milliards de litres d'eau. Ayant envoyé des éclaireurs, il avait pu déterminer que malgré tout un tunnel encore en bon état permettait de rejoindre le complexe sous-marin sans risque. Il expliqua tout cela à ses camarades durant le trajet vers la flottille de quelques vaisseaux d'escorte orbitant autour de la monumentale barge de bataille Epsilon. Une fois à bord, ils furent accueillis sommairement et guidés à travers les couloirs sombres du vaisseau vers le pont de commandement. Darius avait récupéré l'épée, et il l'observa avec intérêt durant tout le trajet. C'était une épée d'environ 1,30 m de long, étonnamment légère, pas plus de 1 kg. Sa garde était sculptée de manière à représenter un A stylisé barré d'une chaîne. Il s'agissait de l'enseigne héraldique de l'Alpha Légion, avant l'hérésie d'Horus. Bien qu'aucun générateur ne fût visible, Darius pouvait la sentir vibrer de manière presque imperceptible, comme une arme énergétique, mais sans qu'aucun éclair crépitant ne parcourt la lame ornementée. Il fut tiré de sa rêverie quand ils arrivèrent sur le pont de commandement, où, comme à son habitude, Xanthos patientait en compagnie de ses gardes du corps. Nouvelle donnée moins habituelle, Cyrus était aussi présent, toujours équipé de son armure Terminator et de son visage renfrogné. Il était équipé d'une paire de poings tronçonneurs et gantelets énergétiques massifs auxquels avaient été fixées des lames motorisées assez puissantes pour éventrer des blindages. Ils étaient encore couverts de sang. Cyrus venait certainement d'arriver, quittant les combats précipitamment. Après de brèves salutations, Darius fit son rapport à l'assemblée. Quand il eut fini, celle-ci se cloîtra dans un long silence. Xanthos brisa ce silence. « Bon travail, Darius. J'avais craint ton échec suite au rapport de Cyrus, mais je constate avec joie que tout se passe comme prévu. » Cyrus lança un regard malfaisant à Darius, le sourire aux lèvres. Le capitaine se contenta de l'ignorer. Xerxès, lui, fut plus réceptif et observa le capitaine de la 11e compagnie en serrant le poing. « Nous avons enfin pu mettre la main sur le croc de l'hydre, l'arme personnelle du primarque, offerte par l'empereur du temps où nous servions aveuglément cette humanité vouée à sa perte. C'est une grande victoire, mais ce n'est que le commencement. En elle-même, cette arme ne vaut pas plus que son poids en métal et en souvenirs. » Il y eut des regards interrogateurs dans l'assemblée. Même Darius ne comprenait pas l'allusion. Il avait toujours cru que c'était la récupération de cette arme qui les avait poussés à attaquer ce monde. L'épée du primarque, un symbole important de leur identité, l'arme utilisée par celui dont ils partageaient tous une partie du génome. Darius constata que son rival ne semblait pas étonné de la réplique de leur seigneur, comme s'il savait déjà quelque chose. Comme vous le savez, la dualité est l'essence même de notre légion, et notre primarque lui-même possédait 2 visages pour une seule âme. Quand notre légion renia ses serments de fidélité envers l'Imperium, en découvrant l'effroyable vérité, les 2 facettes du primarque se divisèrent, animées d'un même but, mais ayant des méthodes opposées. Omégon, partisan de la sagesse et de la retenue, désireux d'atteindre le but ultime par ses propres moyens, et Alpharius, voulant combattre le mal par le mal et acquérir la puissance de l'ennemi pour le vaincre. Tous étaient sidérés. La plupart savaient qu'en fait Alpharius était un primarque atypique,
dans le sens où il était le seul parmi ses semblables à posséder un frère jumeau. Cependant, cette scission entre les deux frères n'était pas connue, même de Darius. Il connaissait les objectifs de la Légion, certes, mais il ignorait qu'il y avait une autre manière de l'atteindre en dehors de celle qu'il pratiquait depuis plus de 10 000 ans. Encore une fois, son regard se porta sur Cyrus, et il décela de la satisfaction sur le visage couvert de cicatrices de son rival. Il n'y avait plus aucun doute maintenant. Cyrus savait de quoi il en retournait, ainsi que la véritable raison de cette croisade sur Polaris. Tandis que Xanthus leur expliquait la suite des opérations, il se promit à lui-même de découvrir ce qui se cachait sous le sourire malfaisant du capitaine de la 11e compagnie.